Bonjour à tous, je vous propose ce matin de suivre une proposition de loi sur le transport ferroviaire. Ce texte, déposé par le groupe communiste, vise à développer le transport ferroviaire. Il n'a pas été adopté. L'objectif, c'était la suppression des dispositions de la loi Macron sur l'ouverture à la concurrence des lignes d'autobus. Autre objectif, la généralisation du versement transport au niveau régional et l'application au transport public urbain et interurbain du taux réduit de TVA, soit 5,5%. Autant de mesures qui n'ont donc pas été adoptées. Voilà, donc tout de suite, direction l'hémicycle. La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi permettant de maintenir et de développer sur l'ensemble du territoire national une offre de transport ferroviaire régional de qualité, présentée par Madame Evelyne Didier et plusieurs de ses collègues. C'est une demande du groupe communiste républicain et citoyen. Dans la discussion préalable, la parole est à Madame Marie-France Beaufils, co-auteure de la proposition de loi. Vous avez la parole, ma chère collègue, pour 10 minutes maximum. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous présentons notre proposition de loi dont l'objectif est de maintenir et de développer sur l'ensemble du territoire national une offre de transport ferroviaire régional de qualité, élaborée avec Evelyne Didier et soutenue par notre groupe. Celle-ci nous semble particulièrement utile et opportune alors que la COP21 se clôture demain. En effet, la communauté internationale déclare vouloir agir sur le climat afin de préserver l'existence même de l'humanité. Il nous semble donc plus que nécessaire de passer des paroles aux actes. Nous savons que le secteur des transports est particulièrement émissif, 27% des émissions globales de gaz à effet de serre, comme l'a rappelé Madame le ministre. La puissance publique dispose donc d'une responsabilité particulière en matière de report modal afin de favoriser le rail, moins productif d'émissions de gaz à effet de serre que la route. À titre d'exemple, la région Centre, traversée par 8 autoroutes, concentre des trafics de transport routier importants, internationaux pour moitié d'entre eux, et l'agglomération de Tours est particulièrement touchée avec une fréquence de 65 000 véhicules jour. Je vous rappelle que cette pollution, pour la nation, a été chiffrée à 100 milliards d'euros par an. Je reviens à la partie régionale. 94% du tonnage du trafic régional de marchandises passe par la route. Le ratio rail-route dans une région comme la mienne est de 6,2% et continue de baisser. Nous devons donc tirer les enseignements de tous ces chiffres catastrophiques pour notre environnement. Ils nous montrent que les orientations prises pour le transport des marchandises ne doivent pas se reproduire pour le transport de voyageurs. C'est ce à quoi s'emploie cette proposition de loi. Premièrement, nous prenons acte aujourd'hui que ce sont les régions, et plus encore depuis la loi NOTRe, qui sont l'échelon de référence en matière de politique de transport de personnes, hors offre TGV et transport urbain. Depuis 2002, les régions assument cette compétence pour les transports d'intérêt régional, principalement les TER, transports trains express régionaux, et l'expérience est favorable puisque la fréquence n'a cessé d'être renforcée et les usagers sont de plus en plus nombreux. Dans notre région, Centre-Val de Loire, le nombre de voyageurs par kilomètre a progressé de 16% entre 2005 et 2012. Il y a aujourd'hui 86 voyageurs par train en moyenne dans notre région, contre 71 au niveau national. Cet engagement a nécessité et nécessite toujours des budgets conséquents. La région Centre, Val-de-Loire, excusez-moi, j'avais oublié le Val-de-Loire à la fin sur mon papier, y consacre 19% de son budget. Ce chiffre correspond à la moyenne nationale. Or, les régions dépendent pour la quasi-totalité de leurs ressources des moyens que l'État consent à leur attribuer, moyens qui diminuent dans le cadre des politiques d'austérité initiées par la droite, malheureusement poursuivies et amplifiées par le gouvernement actuel. La compensation financière liée au transfert de charges n'a jamais été à la hauteur. Si l'État compense à hauteur de 2 milliards les régions, celles-ci dépensent 3,6 milliards, l'écart est important. Il est particulièrement incohérent de promouvoir plus de décentralisation et d'octroyer toujours moins de ressources aux collectivités pour assumer de nouvelles compétences.
Le respect de la démocratie passe donc par un arrêt des politiques de réduction des dotations aux collectivités, et cela passe aussi par la nécessité de développer des sources nouvelles de financement des transports au lieu de les amputer, comme cela vient d'être fait au travers de la loi de finances avec le relèvement des seuils d'assujettissement au versement transport. De plus, nous estimons que le financement de ce service public par l'État est fondamental. Le service public ferroviaire est par nature un service public national qui répond à un droit fondamental de nos concitoyens, le droit à la mobilité. Ce droit conditionne l'accès à un emploi, aux soins, l'accès à la culture, l'accès à l'éducation. L'État doit donc le garantir, y compris au travers de son contrat d'objectif avec la SNCF. L'État doit aussi s'engager pour que le réseau ferroviaire soit efficient, ce qui suppose la reprise de la dette ferroviaire et la sanctuarisation des ressources de l'AFIT. Le maillage de l'ensemble du territoire, acquis des politiques de services publics menées depuis des décennies, est un atout indéniable, mais il est aujourd'hui en danger. Ce qui conduit d'ailleurs les régions à prendre de nouvelles responsabilités en lieu et place de l'État. Et je voudrais en prendre un exemple. Notre région est intervenue pour la modernisation de la ligne Tours-Chinon, par exemple. Celle-ci a été financée à hauteur de 12 millions d'euros par la région, de 3 millions par RFF et seulement d'1 million par l'État. Au-delà de ces considérations nationales, notre proposition de loi s'attelle plus précisément à donner des moyens nouveaux aux régions pour les transports d'intérêt régional. Nous proposons donc l'instauration d'un versement transport régional. Je rappelle ainsi que les régions sont actuellement les seules autorités organisatrices qui ne perçoivent pas de versement transport. Les collectivités situées en périmètre urbain en bénéficient, tout comme la région Île-de-France qui dispose d'un régime spécifique. Il faut, nous semble-t-il, mettre fin à cette injustice. Il semble également opportun que l'ensemble des entreprises qui bénéficient pour leurs salariés et leurs clients de bonnes conditions de mobilité s'engagent à ce financement. Il faut cesser avec ce discours libéral qui fait de l'imposition des entreprises un frein à l'économie. On l'entend très souvent ici dans cette Assemblée. Je crois que les entreprises bénéficient des services publics. Il est donc normal qu'elles y contribuent. D'autant que des salariés utilisant le transport public ferroviaire dans leur relation domicile-travail, ce sont des personnels plus disponibles à leur poste de travail. Notre journal local a d'ailleurs tout dernièrement fait un reportage sur l'intérêt que les salariés trouvaient dans cette utilisation du transport régional. Cet engagement n'apparaît pas non plus excessif en sachant que la montée en puissance du CICE se traduira par une réduction d'impôts de 20,3 milliards d'euros à l'échelon national en 2017. Cela pèsera donc sur les recettes de l'État, ce fameux CICE, par conséquent sur les ménages et les collectivités, alors qu'à travers la mise en place d'un versement transport régional, les régions bénéficieraient, elles, d'une ressource propre, pérenne et dynamique, permettant d'engager le nécessaire renouvellement du matériel ferroviaire et d'améliorer l'offre de transport collectif. C'est une proposition qui va dans le sens de la transition écologique, puisqu'elle permet de maintenir une politique ferroviaire régionale comme alternative à la voiture. Concrètement, le versement transport régional que nous proposons pourra être porté à un taux régional plafonné à 0,3 % sur les zones hors ressort territorial de l'autorité organisatrice de mobilité, ce que l'on appelait le périmètre des transports urbains auparavant, un taux additionnel dans le ressort territorial de cette autorité, qui serait quant à lui plafonné à 0,2 %. Lors de la discussion sur le projet de loi ferroviaire, une autre version de ce versement transport avait été adoptée. Un versement interstitiel à hauteur de 0,55 % qui permettait de générer 450 millions de ressources. Le gouvernement a fait le choix de supprimer cette mesure dans la loi de finances 2015. Le choix d'une taxe additionnelle plutôt qu'interstitielle, avec des taux adaptés et faibles, permet d'assurer la péréquation nécessaire au niveau de l'ensemble d'un même territoire régional, bénéficiant d'une offre cohérente et interconnectée, la région étant chef de file de l'intermodalité. Le versement transport régional serait mis en œuvre par délibération du Conseil régional et la ressource potentielle pourrait s'élever à plus de 700 millions d'euros. Nous proposons également, par l'article 3, de revenir pour les transports publics
et urbains et interurbains de voyageurs au taux dévolu aux produits de première nécessité, soit 5,5% pour la TVA, compte tenu du rôle social essentiel et de la contribution de ces transports à la réalisation des objectifs de transition énergétique. Ce taux à 5,5 existait jusqu'en 2011. Il a été porté à 7% en loi de finances rectificative 2011, puis augmenté en 2012 à 10%. Revenir à la fiscalité de 2011 ne serait que justice. Cette baisse de TVA serait bénéfique pour l'ensemble des autorités organisatrices qui ont ainsi perdu près de 220 millions. Elles pourraient ainsi faire le choix d'en faire bénéficier les usagers ou alors d'utiliser ces sommes pour régénérer le matériel ou améliorer l'offre. Pour conforter ces mesures et la politique ferroviaire régionale, nous proposons la suppression de l'ouverture à la concurrence de lignes d'autocars interurbains régulières. En effet, nous considérons que cette libéralisation porte un coup brutal aux politiques régionales en organisant une concurrence frontale avec l'offre ferroviaire et donc menaçant directement l'équilibre déjà précaire de ces lignes. Il est fort à craindre qu'un mouvement s'engage et que de nombreuses lignes TER soient remplacées par les bus. Mais pour quel service? Je citerai un exemple avant de terminer. Le 1er décembre dernier, un des premiers 8 bus est annoncé à 15h30 pour Poitiers puis Bordeaux. Cela coûte 5 € pour aller de Tours à Poitiers. Ce car arrive à 16h15, mais comme il est parti depuis 4 heures de Paris, la 6 et la 6 bis étant saturées, une pause est nécessaire pour le chauffeur. Le bus ne repartira de Tours qu'après 17h, un quart d'heure après l'heure prévue de son arrivée à Poitiers. C'est un moyen de transport pour les pauvres, avait dit M. Macron. Ce n'est pas cela, nous semble-t-il, le droit à la mobilité. La parole est à Madame Evelyne Didier, rapporteure de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Vous avez la parole, Madame la rapporteure, pour 10 minutes, s'il vous plaît. Merci. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je m'exprimerai ici comme rapporteur de notre commission, mais aussi, vous le comprendrez, comme auteur de cette proposition. Je voudrais expliquer la démarche qui a été la nôtre lorsque nous avons déposé ce texte avec les membres du groupe. Cette proposition de loi s'inscrit dans une certaine vision des transports que nous avons toujours défendue et qui consiste à considérer le transport comme un service public et non un service marchand. Qu'est-ce que cela implique? Cela signifie que chaque citoyen doit pouvoir disposer du même service, quel que soit l'endroit où il habite et le lieu où il travaille. C'est un point essentiel en termes d'aménagement du territoire. Comme pour le déploiement du numérique, le développement des infrastructures routières, l'accès aux soins, les services postaux ou bancaires, c'est l'ensemble de notre territoire national qui doit être irrigué par des services de transport. Et ces services doivent être de qualité pour l'ensemble des citoyens. Si l'on assimile le transport public à un service marchand, on laisse la logique de rentabilité et de recherche de profit prendre le dessus, avec les conséquences que l'on connaît. La notion de service public disparaît et les mécanismes de péréquation aussi. Seules les lignes de transport les plus rentables sont maintenues. Cela a deux effets. Sur le plan social, on laisse au bord du chemin tous ceux qui n'ont pas les moyens d'habiter le long de ces axes considérés comme rentables. Sur le plan environnemental, on supprime une incitation à avoir recours au transport collectif, alors que c'est aujourd'hui l'un des principaux leviers disponibles pour maîtriser nos émissions de CO2 et de polluants. En cette COP21, je pense que l'accent est mis bien sûr là-dessus. C'est pour ces raisons que nous refusons la libéralisation des transports par autocar prévue par la loi Macron et que nous proposons de l'abroger à l'article 1er de la proposition de loi. Car avec cette réforme, nous abandonnons toute logique de péréquation dans l'organisation des transports collectifs. Les entreprises d'autocars pourront intervenir comme elles l'entendent, exploiter les lignes les plus rentables, engranger des profits sans se préoccuper des personnes qui habitent ou travaillent dans des territoires non desservis. Plus grave encore, cette libéralisation met frontalement en concurrence deux modes de transport, le mode ferroviaire et le mode routier, dans des conditions très inéquitables. En effet, le mode ferroviaire, pourtant plus vertueux en termes de protection de l'environnement, de la santé et de la sécurité, et qu'il faudrait donc encourager, doit supporter des coûts importants liés à son infrastructure au moyen des péages. Ces coûts sont encore aggravés par le poids de la dette de SNCF Réseau, qui engendre des frais financiers importants. Les autocars, eux, contribuent à peine à l'entretien des infrastructures routières. Ils ne payent des péages que sur les autoroutes, alors qu'ils contribuent fortement à les dégrader et que leur impact sur la qualité de l'air n'est pas anodin. Cette mise en concurrence déloyale
risque d'écarter de nombreux usagers du mode ferroviaire et d'initier une spirale négative. La baisse de fréquentation va engendrer une perte de recettes pour les trains express régionaux et pour les trains d'équilibre du territoire, qui rendra ces transports ferroviaires encore plus chers au moment où ils seront moins utilisés. En conséquence, les autorités organisatrices seront moins encouragées à investir dans le domaine ferroviaire, ce qui dégradera la qualité du service public ferroviaire et écartera encore davantage d'usagers de ce mode de transport, et ainsi de suite jusqu'à la disparition de nombreuses lignes, ce qui est déjà en cours, vous le savez, seules les lignes les plus rentables étant maintenues. Et je parle bien du présent, non d'un futur lointain, car certains craignent déjà l'abandon par les régions de ce service ferroviaire plus coûteux, au motif qu'ils sont désormais assurés par ces autocars privés. Ceux qui aspirent à diriger les régions devraient y réfléchir à deux fois avant de rejeter nos propositions. C'est pour toutes ces raisons que nous souhaitons abroger la libéralisation des transports par autocar sans tarder, et tant qu'il en est encore temps. Mais nous sommes aussi conscients que le maintien d'un service public de qualité nécessite des moyens financiers. Or, ceux-ci font cruellement défaut du côté des régions, pourtant devenues autorités organisatrices des transports ferroviaires régionaux en 2002. Celles-ci ont été, je le rappelle, les grandes perdantes de la suppression de la taxe professionnelle. Par ailleurs, les transferts de compétences dont elles ont bénéficié n'ont pas été suffisamment compensés par l'État, et je ne parle pas de la baisse des dotations. Or, si l'on pouvait avoir des doutes sur l'intérêt d'un transfert aux régions de ce service public national, force est de constater qu'elles ont pris la mesure de leurs responsabilités dans ce domaine. Pour donner quelques chiffres, elles ont dépensé en 2013 6,8 milliards d'euros au titre de leurs compétences transport. C'est leur premier poste budgétaire. Au sein de cette enveloppe, 3,9 milliards étaient destinés au transport ferroviaire régional, dont 2,8 milliards d'euros pour l'exploitation des TER. Ces chiffres sont en constante augmentation au fil des ans. Les régions ont ainsi dû assumer une partie des augmentations successives de la TVA applicable au transport, qui est passée de 5,5 à 7 en 2012, puis de 7 à 10 en 2014. Je rappelle aussi que les régions vont récupérer, à partir de 2017, les compétences des départements en matière de transport, en application de la loi NOTRe. D'après l'Association des régions de France, cela représentera près de 4 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Si une compensation de ce transfert est prévue, les régions auront tout de même besoin d'une recette supplémentaire, ne serait-ce que pour assumer leurs dépenses actuelles en matière de transport ferroviaire ou pour développer cette offre. C'est la raison pour laquelle le Sénat avait instauré dans la loi de réforme ferroviaire d'août 2014 un versement transport au profit des régions. Ma collègue en a parlé, je n'y reviens pas. Malheureusement, ça avait été supprimé dans la loi de finances pour 2015 à la demande du gouvernement, avant même qu'il soit mis en œuvre. Il me semble que nous avions voté à l'unanimité ici, mes chers collègues, pour mémoire. Pour résorber les difficultés de financement que rencontrent les régions, nous proposons donc à l'article 2 de la proposition de loi de rétablir un versement transport à leur profit formé de deux composantes. Premièrement, un versement transport additionnel dans la limite de 0,2 des salaires, 0,2%, qui s'ajouterait au versement transport déjà perçu par les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial. Il rapporterait aux régions près de 475 millions d'euros. Deuxièmement, un versement transport interstitiel dans la limite de 0,3% sur les territoires situés en dehors du ressort territorial des autorités organisatrices de la mobilité. Ce versement d'autant plus justifié que les régions vont désormais aussi intervenir sur ces territoires et leur rapporterait 228 millions d'euros. La division de ce versement transport en deux composantes, un versement transport additionnel d'une part et un versement transport interstitiel d'autre part, limite son impact financier sur les entreprises puisque les plafonds de prélèvement autorisés sont très bas, 0,2 et 0,3%, vraiment pas de quoi mettre en péril quelque entreprise que ce soit. Je rappelle que c'est juste sur la masse salariale. Par ailleurs, les entreprises ne peuvent pas se développer hors sol, comme je l'ai déjà dit, et continuer à demander toujours plus de services et d'interventions de la part des pouvoirs publics sans jamais daigner participer à leur financement. Enfin, nous proposons à l'article 3 de la proposition de loi un rétablissement de taux réduit de TVA de 5,5 sur les transports publics urbains et interurbains de voyageurs. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, un tel taux a déjà été appliqué au transport par le passé. On ne pourra donc pas nous opposer sa non-conformité au droit européen. La mesure s'inscrit dans la même logique qui est de desserrer la contrainte financière pour permettre aux autorités organisatrices de transport de maintenir un service public de transport de qualité
qui puisse être offert de façon uniforme sur l'ensemble du territoire et pour tous les Français. L'article 4 de la proposition de loi prévoit, pour compenser les pertes de recettes liées à cette réduction du taux de TVA, une baisse de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, ce qui est un juste retour des choses. La proposition de loi, malheureusement, n'a pas été adoptée par notre commission et vous savez bien que je le regrette profondément, comme mes collègues d'ailleurs. Permettez-moi pourtant d'insister, au-delà de nos divergences politiques, sur la nécessité de dégager à nouveau des marges de manœuvre financières pour les autorités organisatrices de transport, en particulier régionales, dont l'action en matière de promotion du transport ferroviaire est, je crois, reconnue par tous, absolument nécessaire pour le maintien des dessertes ferroviaires, je le rappelle également. Parce que sans cet apport décisif des régions, si elles font régulièrement le choix de l'autocar, eh bien je vous assure qu'on a du souci à se faire pour le chemin de fer. Et donc, je termine en disant, Madame la Présidente, c'est la raison pour laquelle je vous invite à, malgré tout, à adopter cette proposition, même si, en tant que rapporteur, je dois bien admettre que cette proposition n'a pas recueilli l'aval de cette commission. Je vous remercie, Madame la Présidente. Est-ce que c'est dans les temps? C'est parfait. C'est même en avance. Merci, Madame la rapporteure. La parole est à Monsieur Hervé Maurey, président de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, qui lui aussi, j'en suis sûr, respectera son temps de 10 minutes. C'est promis, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, je voudrais remercier tout d'abord notre rapporteure, Evelyne Didier, qui, comme toujours, a fait preuve de ses convictions, a manifesté ses convictions avec beaucoup de fermeté. Et je suis désolé de devoir aller un petit peu à l'encontre de ces convictions en m'exprimant sur la ligne qui est non seulement la mienne, mais surtout celle de la majorité de la Commission qui, comme l'a rappelé la rapporteure avec beaucoup d'honnêteté, n'était pas favorable à cette proposition de loi. Par un heureux hasard de calendrier, nous avons, la semaine dernière, examiné en commission cette proposition de loi après avoir entendu la veille Emmanuel Macron qui était venu devant notre commission, comme il nous l'avait promis lors de l'examen du projet de loi portant son nom, pour évoquer un certain nombre de sujets qui relèvent de la compétence de notre commission, que ce soit les autoroutes, l'aménagement numérique du territoire ou le transport par autocar. Et ça a été l'occasion pour lui de présenter un premier bilan très intéressant de l'ouverture de la concurrence aux autocars. Et je crois que les nouvelles lignes qui ont été mises en place constituent une vraie option nouvelle de mobilité. Certes, tous les territoires aujourd'hui mal desservis ne bénéficient pas, et pas encore en tout cas, de lignes d'autocar, mais cette libéralisation porte clairement une opportunité pour les collectivités avec un coût nul pour leurs finances. Et puis, ces nouvelles lignes, elles sont aussi créatrices d'emplois, comme le seront les futures gares routières. Nous espérons également que ce développement de l'autocar permettra de renforcer une filière économique qui sera elle aussi créatrice d'emplois si nous arrivons à développer cette filière avec des véhicules adaptés au transport collectif. Alors bien entendu, nous sommes conscients qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant pour ne pas que la mise en place de ces lignes d'autocar entraîne ensuite la suppression de lignes ferroviaires. Nous sommes vigilants parce que nous savons bien qu'en termes de développement durable, les véhicules, les autocars ne sont pas les véhicules les moins polluants et qu'il y a un vrai problème en termes d'émissions de gaz à effet de serre, même si, en général, ceux qui prennent l'autocar auraient, sans cela, pris des véhicules individuels, ce qui aurait eu un effet encore plus néfaste sur l'environnement. Et nous espérons, là aussi, qu'à l'avenir, nous pourrons voir se développer des véhicules de transport collectif, des autocars, qui soient à faible consommation en termes de gaz à effet de serre et que l'on puisse même avoir des véhicules électriques. Alors,
effectivement, ça a été évoqué, cette libéralisation, elle crée une concurrence. Mais je crois que cette concurrence, elle est plutôt positive, puisque dans les pays où il y a eu cette libéralisation, eh bien, on n'a pas vu, bien au contraire, disparaître des opérateurs ferroviaires. Je crois que cette concurrence, elle est bonne, et c'est d'ailleurs pour ça, parce que nous croyons, je crois, à l'ouverture à la concurrence, que nous souhaitons d'ailleurs que cette concurrence, elle soit ouverte beaucoup plus largement à l'ensemble du transport ferroviaire de voyageurs et pas seulement une ouverture à la concurrence par l'autocar, mais une ouverture à la concurrence au sein même de ce mode de transport qu'est le ferroviaire. Je crois que ce serait tout à fait souhaitable pour permettre à notre opérateur historique de se développer dans des conditions qui favorisent davantage encore la qualité du service et les prix. Donc notre commission a été largement défavorable à l'abrogation de la libéralisation du transport par autocar. Je rappelle de surcroît que c'est une mesure qui a été adoptée il y a seulement 6 mois par le Parlement et que ce serait un peu prématuré de vouloir la supprimer. Sur le versement transport, je dirais simplement qu'il nous paraît, dans la conjoncture actuelle de l'économie et compte tenu des charges importantes qui pèsent sur les entreprises, il nous paraît plus que déraisonnable de vouloir envisager de taxer encore les entreprises. Je crois qu'il faut être beaucoup plus inventif pour dégager des sources de financement pour les collectivités en matière de transport. Il faut davantage se tourner vers des méthodes de rationalisation et d'optimisation que vers de nouvelles taxations. Sur la réduction du taux de TVA applicable au transport public, qui est également proposée dans cette proposition de loi, je crois qu'il faut se méfier de ce type de mesures qui s'apparentent plus à des mesures d'affichage qui seraient très complexes à mettre en œuvre, d'autant plus qu'il y a très souvent des tarifs différenciés pour les personnes les plus modestes et qu'en outre, rien n'indique que le milliard qui serait dégagé reviendrait aux autorités organisatrices. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous avons rejeté cette proposition de loi. Alors je voudrais quand même souligner que cette proposition de loi a un mérite, c'est celui de nous donner l'occasion de rappeler l'importance du transport de voyageurs, l'importance du transport de voyageurs collectifs dans notre pays. Et je crois que, à l'heure où nous sommes dans la dernière ligne droite de la COP 21, le secteur des transports doit être l'objet de toute notre attention et nous sommes bien conscients qu'il doit se réformer. Nous sommes bien conscients aussi que les comportements doivent évoluer, que l'industrie doit s'adapter et que les collectivités doivent faire des efforts pour offrir des modes de transport qui répondent aux attentes d'aujourd'hui, pour dégager une offre de transport plus complète, plus ouverte, moins coûteuse et plus propre, c'est-à-dire plus sobre en émissions de gaz à effet de serre. Je crois que c'est le véritable défi qui se présente aujourd'hui au secteur des transports et je tiens à assurer le gouvernement que sur ce sujet, notre commission est à ses côtés pour relever ces défis. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président Moret. La parole est à Monsieur André Valigny, secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la sénatrice Marie-France Beaufils, rapporteure pour la Commission de l'aménagement du territoire, Madame la sénatrice, co-auteure de la proposition de loi, Madame la sénatrice Evelyne Didier, rapporteure pour la Commission de l'aménagement du territoire, Monsieur le Président Hervé Maurey, Président de la Commission aménagement du territoire, Mesdames et Messieurs les sénateurs. La proposition de loi que vous examinez cet après-midi vise à maintenir et à développer sur l'ensemble du territoire national une offre de transport ferroviaire régional de qualité. Il est proposé de supprimer l'ouverture du marché du transport par autocar qui vient d'avoir lieu, d'instaurer un versement transport régional et de ramener le taux de TVA applicable aux services publics de transport à celui en vigueur pour les produits de première nécessité, c'est-à-dire 5,5% au lieu de 10%. Je veux tout d'abord souligner que depuis 2002, date du transfert de la compétence d'organisation des transports express régionaux aux régions, ces dernières ont incontestablement réussi à donner un nouvel élan au transport public ferroviaire et à attirer de nouveaux usagers. Le corollaire, bien sûr, cela a été dit, c'est que les régions ont dû considérablement augmenter leur contribution financière au transport ferroviaire régional.
Or, aujourd'hui, la nécessité de maîtriser les dépenses publiques de notre pays, au niveau national mais aussi au niveau local, implique de réfléchir à une évolution des modes d'intervention retenus jusqu'ici. Il s'agit clairement d'un défi que toutes les collectivités, dont les régions, sont à même de relever, dans l'obligation de relever aussi dans l'ensemble de leurs compétences, et le transport ferroviaire régional n'y fait pas exception. C'est donc dans ce contexte que le gouvernement a fait le choix d'un renforcement de l'échelon régional à travers la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, promulguée l'été dernier. Ce renforcement des compétences était nécessaire pour mettre les régions françaises au niveau des grandes régions européennes. Il va aussi permettre aux régions d'agir plus efficacement sur le développement économique de leur territoire et de répondre à une échelle adaptée aux besoins de mobilité de nos concitoyens. En matière de transport, en effet, les 13 grandes régions disposeront de compétences étendues qui les doteront d'une capacité d'action renouvelée sur les différents modes de transport. Tout d'abord, les régions seront les chefs de file de l'intermodalité et de la complémentarité entre les modes de transport. Ce leadership, demandé par les régions elles-mêmes depuis plusieurs années, les conduira à élaborer le schéma régional de l'intermodalité, qui est un élément majeur du schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, le fameux SRADET, qui sera l'un des deux grands schémas régionaux avec le schéma de développement économique, d'internationalisation et d'innovation. Ce schéma régional d'intermodalité sera un outil déterminant car il coordonnera l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billettique. En deuxième lieu, les régions reprendront à compter de 2017 la compétence transport des départements, y compris pour les transports scolaires et les gares routières publiques. Elles disposeront, les régions, de l'ensemble des éléments pour bâtir ainsi une offre de transport lisible pour l'usager, cohérente, et pour élaborer aussi une vraie complémentarité entre le mode ferroviaire et le mode routier non urbain. Enfin, les régions concernées récupéreront la compétence du transport maritime inter-îles et pourront prendre en charge la gestion des ports départementaux si elles en font la demande avant le 31 mars 2016. Vous vous souvenez que cette question de la compétence sur les ports a fait l'objet de longs débats dans cet hémicycle. Je rappelle que le gouvernement a prévu la compensation des transferts de compétences entre départements et régions via un transfert de fiscalité et notamment d'une part de la CVAE. C'est donc de marge de manœuvre financière renforcée dont vont bénéficier les régions pour déployer cette politique des transports renouvelée. Je souhaite maintenant vous rassurer, notamment vous, mesdames et messieurs du groupe communiste, sur l'ambition du gouvernement pour le transport ferroviaire régional et pour tout le transport ferroviaire dans son ensemble. L'offre de TER occupe une place essentielle dans le système de transport en France. Vous le savez, avec les autres services ferroviaires et les autres modes de transport, elle permet, cette offre de TER, de répondre aux besoins de déplacement de nos concitoyens qui attendent une mobilité toujours plus grande et adaptée aux évolutions de leur mode de vie. La réforme ferroviaire portée par le gouvernement, et j'en profite pour excuser l'absence de mon collègue Alain Vidalis, secrétaire d'État au transport, qui est retenu cet après-midi à Bruxelles par un Conseil des ministres transport. Donc la réforme ferroviaire portée par le gouvernement a fondé l'avenir du service public ferroviaire pour les années qui viennent. Et la loi adoptée à l'été 2014 a conduit à la constitution, au 1er juillet dernier, d'un groupe public ferroviaire constitué d'un établissement public dit groupe de tête, la nouvelle SNCF, et de 2 établissements publics opérationnels, le gestionnaire de l'infrastructure, SNCF Réseau, et l'opérateur de mobilité, SNCF Mobilité, avec un pilotage commun, des synergies industrielles et une organisation sociale intégrée. Cette réforme réaffirme ainsi le rôle de l'État, stratège national en matière de transport, tout en consolidant les prérogatives des régions, qui sont les autorités organisatrices de transport dans les territoires. Cette réforme apporte ainsi des réponses aux enjeux de qualité du service public et de soutenabilité financière. La loi du 4 août 2014 a créé le Haut Comité du système de transport ferroviaire, instance d'information et de concertation, chargée de débattre des grands enjeux du système de transport ferroviaire national et qui éclairera le gouvernement et le Parlement. Ce Haut Comité sera réuni une première fois dès le début de l'année 2016. Le gouvernement a aussi engagé l'élaboration des contrats de performance qui seront conclus entre l'État et chacun des établissements publics du groupe. Parce que notre réforme doit permettre de remettre le système ferroviaire français sur la meilleure trajectoire, elle passe, cette réforme, par des engagements de progrès, de performance économique et opérationnelle pour assurer un service public plus efficace, moins coûteux et toujours plus sûr.
Sur le plan social, les discussions entre les partenaires ont déjà conduit à définir le périmètre de la branche ferroviaire. Les organisations syndicales et professionnelles devront définir d'ici juillet 2016 le cadre commun de l'organisation collective de la branche et les partenaires devront trouver la voie d'un accord collectif de branche dans l'année qui vient. Le gouvernement prendra sa part de responsabilité en établissant le socle commun à l'ensemble des opérateurs ferroviaires. La politique des transports portée par le gouvernement poursuit aussi l'objectif de développer la cohérence et la complémentarité entre les différents services de transport de voyageurs. Il s'agit d'avoir une vision globale et intégrée qui tienne compte de tous les services, TGV et services conventionnés par des autorités publiques, à savoir les TER, les Transiliens et les TET, trains d'équilibre du territoire. La priorité du gouvernement concerne les transports du quotidien qui doivent être rénovés et modernisés, en particulier l'offre intercité. Le gouvernement s'est fortement engagé pour l'avenir des trains d'équilibre du territoire conventionnés par l'État depuis 2011. Ces trains sont en effet, aux côtés des TGV et des TER, un maillon important de l'offre ferroviaire dans notre pays. Dès 2013, l'État a engagé le renouvellement des matériels roulants avec un investissement de plus de 500 millions d'euros pour le remplacement des matériels thermiques. Mais la volonté du gouvernement de donner un avenir à ce segment ferroviaire ne s'arrête pas là. Constatant la forte dérive qualitative et financière de l'offre intercité, liée notamment à d'importantes pertes de trafic ces dernières années, nous avons confié à une commission présidée par le député Philippe Duron la charge de définir les conditions de sa modernisation. La modernisation du segment ferroviaire, et non pas du député Philippe Duron. Suite à ce rapport, qui n'a pas besoin d'être modernisé, car il est vraiment très au fait de ces questions ferroviaires, vous le savez, mesdames et messieurs les sénateurs, comme beaucoup d'entre vous, et je vois en face de moi le sénateur Filleul notamment, mais d'autres sont très au courant de toutes ces problématiques de transport public. Suite à ce rapport remis le 26 mai dernier, le gouvernement a arrêté une feuille de route pour les TET que le secrétaire d'État chargé des Transports a présenté le 7 juillet dernier. Cette feuille de route prévoit notamment le renouvellement de la convention TET sur des bases refondées, avec l'objectif de faire de l'État une autorité organisatrice de plein exercice. Le gouvernement a par ailleurs souhaité que les évolutions d'offres proposées par la Commission fassent toutes l'objet d'une concertation avec les régions avant toute décision. Une mission a été confiée en ce sens au préfet François Philizot. Cette mission, qui doit se terminer en avril 2016, permettra de prendre les décisions nécessaires avant l'été prochain. L'État s'est enfin engagé à renouveler d'ici à 2025 l'ensemble du matériel roulant du réseau structurant des TET pour 1,5 milliard d'euros, afin de répondre aux besoins exprimés par la clientèle de ces trains et leur redonner une attractivité dont nous savons qu'elle est aujourd'hui écornée. La politique du gouvernement vise également à assurer la complémentarité entre le ferroviaire et les autres modes de transport. L'efficacité de l'ensemble du système de transport suppose en effet de diversifier l'offre, car le mode ferroviaire ne se justifie pas partout. À cet égard, l'ouverture du secteur du transport par autocar, engagée dès sa promulgation par la loi dite Macron, qui est en réalité la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, avec les liaisons de plus de 100 km, a permis un développement significatif d'une offre de mobilité complémentaire qui répondait à une attente. Je vous donne des chiffres qui le démontrent. Au 1er octobre 2015, 274 autocars assurent chaque jour 104 lignes nationales et internationales en France ou à partir de la France. Les métropoles accueillent toutes d'ores et déjà plus de 10 départs par jour. Lyon et Bordeaux accueillent plus de 40 départs par jour, Paris près de 200. Le nombre de passagers transportés s'élève à près de 250 000 dans toute la France. Et d'ici à la fin 2016, l'ouverture de plus de 100 lignes supplémentaires est prévue. Je rappelle en outre que cette loi a prévu un mécanisme de protection des services publics de transport en permettant notamment aux autorités organisatrices de s'opposer à la création de dessertes par autocar sur des liaisons inférieures à 100 km dès lors que ces services créeraient une atteinte substantielle à l'équilibre des lignes de transport public concernées, notamment transport ferroviaire. L'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l'ARAFER, dont les compétences ont été renforcées, est chargée de vérifier l'articulation de ces différentes offres. Enfin, je veux revenir sur la question du financement qui est soulevée par votre proposition de loi, mesdames et messieurs les sénateurs du groupe communiste, et en particulier sur la proposition de création d'un versement transport régional.
L'objectif d'une telle mesure serait de permettre aux régions de prélever un versement transport additionnel sur les entreprises situées dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, ainsi qu'un VT interstitiel sur les entreprises situées en dehors du ressort territorial d'une AOM, autorité organisatrice de mobilité. Dans ce cas, des entreprises situées dans une zone qui ne bénéficie pas de transport collectif seraient mises à contribution au titre du VT, ce qui apparaît fortement contestable. Je veux souligner que la mise en place d'un VT, qu'il soit additionnel ou interstitiel, ne pourrait que s'assimiler à une nouvelle charge pesant sur la masse salariale et donc sur l'emploi. Par ailleurs, le versement pourrait également constituer un frein à l'embauche en faisant hésiter, voire en dissuadant certaines entreprises situées en dessous du seuil du nombre de salariés, de recruter un salarié supplémentaire qui les soumettrait à ce versement. J'ajoute qu'une baisse du taux de TVA aurait un impact limité pour les usagers défavorisés qui bénéficient d'ores et déjà soit de la gratuité des transports ferroviaires, soit de réductions tarifaires importantes. Dans un contexte où tout doit être mis en œuvre pour favoriser l'emploi et lutter contre le chômage, une telle mesure n'est donc pas opportune. C'est d'ailleurs dans cette optique, et plus précisément pour encourager le développement des TPE, très petites entreprises, et des PME, que le gouvernement a choisi de relever le seuil à partir duquel les entreprises doivent payer le versement transport. Il est passé de 9 à 11 salariés. Le manque à gagner pour les collectivités sera compensé par l'État. Comme l'a annoncé le Premier ministre, le projet de loi de finances pour 2016 comporte une disposition en ce sens. Je précise à ce titre que le relèvement de ce seuil de 9 à 11 salariés devrait entraîner un manque à gagner avant compensation pour les autorités organisatrices, un manque à gagner de l'ordre d'une centaine de millions d'euros, selon les chiffres de la Direction de la sécurité sociale et de l'ACOS, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, 100 millions d'euros et non pas 500 millions d'euros, comme cela a pu être avancé un peu hâtivement. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, je veux d'abord féliciter notre rapporteur pour cette proposition de loi qui nous permet de débattre des domaines sur lesquels nous sommes souvent mobilisés. Les engagements d'Evelyne Didier sont bien connus, nous apprécions toujours d'en débattre ensemble. Malgré tout, je suis désolé de ne pas la suivre totalement sur ce texte. La proposition de loi que nous examinons cet après-midi comporte 4 articles et 3 objectifs. Du rapport de la commission TET, présidée par notre collègue Philippe Duron, à la libéralisation des lignes d'autocars issues de la loi pour la croissance d'activité et l'égalité des chances économiques, en passant par le versement de transport et la réduction de la TVA sur les transports publics urbains et interurbains de voyageurs, l'exposé des motifs couvre un large champ des propositions qui ont pu être faites avec plus ou moins de succès ces dernières années. Malheureusement, cette PPL, quelque peu opportuniste, part d'un constat erroné. Erroné à la fois sur le rapport de la commission TET, à la fois sur l'impact de l'ouverture de lignes nouvelles d'autocars, si bien que nous pourrions, si nous avions mauvais esprit, ce qui n'est pas le cas, considérer que les auteurs de la PPL, qui présentent le droit à la mobilité comme la pierre angulaire de leur texte, ne le favorisent guère. S'agissant de ce droit, en effet, l'essentiel est de mettre en œuvre une complémentarité entre les modes de transport afin qu'ils s'accomplissent. C'est précisément ce que fait la loi Croissance. Elle permet de développer une offre de mobilité là où elle n'existait pas. L'article 1er revient sur les dispositions d'ouverture à la concurrence des lignes d'autocars portées par la loi Macron. Nous avons voté ce texte avec beaucoup d'enthousiasme, puisque justement les besoins et les aspirations à la mobilité n'ont jamais été aussi prégnants dans la vie quotidienne de nos concitoyens. À tel point d'ailleurs que personne n'ignore ici que le manque de moyens collectifs de transport participe grandement au mécontentement de nos concitoyens vivant dans le rural et l'interurbain particulièrement. La réforme du transport par autocar est entrée en vigueur le 6 août dernier. L'éventualité d'un développement du car comme alternative pertinente au train n'est pas une idée nouvelle. Elle fut évoquée dans un premier temps aux assises du ferroviaire en 2011, puis par le rapport Duron sur les attendus de la commission Mobilité 21 en 2013, par l'avis de l'autorité de la concurrence en 2014 relative au fonctionnement concurrentiel
du marché du transport interrégional régulier par autocar et enfin par la Cour des comptes dans son rapport La grande vitesse ferroviaire, un modèle porté au-delà de sa pertinence. Je complète en soulignant qu'il est illusoire de penser que le ferroviaire peut remédier à l'intégralité des besoins en transport collectif. Le développement de l'autocar, pour de multiples raisons, permet de remplacer l'usage du véhicule individuel par l'utilisation d'un transport collectif à l'heure où 83% de la mobilité des Français est assurée par la voiture individuelle. Cette réforme est bienvenue, d'autant qu'elle est d'application directe et rapide pour les liaisons de plus de 100 km. Pour 100 km et moins, la loi prévoit, fort heureusement, d'encadrer l'ouverture. Je rappelle, et cela est une protection importante pour les trains régionaux, l'ouverture d'une liaison d'autocar doit être notifiée par l'autorité organisatrice de transport, le plus souvent la région, dans un délai de 2 mois. C'est l'ARAFER nouvellement créée qui, après analyse, donne un avis conforme ou non, en tenant compte des équilibres entre le ferroviaire et la route, afin d'éviter une concurrence qui serait nuisible au mode ferroviaire régional. Actuellement, comme cela a été dit récemment par M. le ministre de l'économie, plus de 250 000 passagers ont été transportés, 2 fois plus qu'au cours de toute l'année 2014. 75 villes sont nouvellement desservies, 275 autocars assurent des liaisons quotidiennes. Toujours d'après le même ministre, une moyenne de 20 emplois est créée chaque jour. J'ajoute 2 points supplémentaires à mon argumentation. Cette évolution a été bien reçue par l'opinion. Chez nos voisins, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, ces services autocars permettent à 8 à 10 millions de voyageurs d'exercer ce droit à la mobilité sans mettre en cause le ferroviaire. Par ailleurs, il n'est pas interdit d'imaginer qu'une filière industrielle de construction d'autocars propres s'ouvre dans notre pays. En effet, l'opportunité se présentera forcément puisqu'il existe une seule usine de construction d'autocars sous licence italienne. D'autre part, cette réforme du transport par autocar est à l'évidence une réforme propre dans l'esprit et dans la lettre. À première vue, l'autocar est un mode de transport plus polluant que le ferroviaire. La réalité est bien plus complexe. 50% des trains régionaux roulent toujours au diesel. 25% des liaisons TER sont réalisées en autocar. En outre, il faut prendre en compte le taux de remplissage. En dessous d'un certain seuil de fréquentation, le rapport pollution émise par personne transportée par train peut être très élevé. Par ailleurs, un autocar vaut mieux que 50 véhicules sur la route. Chacun comprend cela, Monsieur le ministre l'a rappelé d'ailleurs dans son intervention. Et l'impact carbone sera négatif si les voyageurs qui prennent habituellement le train se reportaient tous sur l'autocar, mais cela n'est évidemment pas possible. Je complète par l'article 2 de la loi Croissance. Il prévoit que les pouvoirs publics aient, en la matière, un certain niveau d'exigence environnementale. Les autocars doivent en effet relever le défi d'une véritable alternative à la voiture particulière. Un arrêté pris le 22 septembre 2015 prévoit que seuls les autocars de norme Euro 5 jusqu'au 31 décembre 2017 et les autocars de norme Euro 6 à partir du 1er janvier 2018 sont et seront autorisés à circuler. Pardon. Madame la rapporteure, je suis sensible aux critiques relevées dans l'exposé des motifs sur le rapport de la Commission sur les trains d'équilibre du territoire. Cette sensibilité, vous la connaissez puisque j'ai eu la chance de participer à cette commission. Le rapport qui en résulte constate en effet une offre très dégradée, nous en convenons tous, qui ne correspond plus aux besoins des usagers, avec un déficit d'exploitation en forte augmentation ces dernières années. La conjonction de ces facteurs pouvait conduire à menacer l'existence même de ces lignes. Le développement du TGV, du transport aérien à bas coût, du covoiturage remet en cause la pertinence de certaines dessertes TET, jamais repensées d'ailleurs. Certaines lignes sont surexploitées, d'autres sont très faiblement fréquentées. Cette inadaptation frappe particulièrement les lignes de nuit, confrontées au développement d'autres offres de transport et dont le niveau de confort est surtout très en deçà de ce que les usagers sont en droit d'attendre. Le rapport pose donc la question de la survie de ces lignes. Il propose des pistes pour permettre de développer une offre TET pertinente en prenant en compte les besoins des usagers.
Plutôt que l'abandon des lignes, comme j'ai pu le lire, le rapport Duron propose de redynamiser et adapter l'offre des trains d'équilibre du territoire. L'objectif n'est pas, comme vous l'écrivez, d'aboutir à une hyper-régionalisation de l'offre hors TGV, nous ne serions pas d'accord. Les TER, avec le succès que l'on connaît, sont bien de la compétence régionale et doivent le rester. La Commission a procédé à une analyse précise, ligne par ligne, de l'offre TET. Sur les lignes fortement fréquentées, il est proposé de renforcer l'offre en augmentant la fréquence des dessertes et en les rendant plus attractives. Par ailleurs, au développement de la tarification flexible, la mise en place du cadencement sont d'actualité dans ce rapport. Comme tous mes collègues de la commission TET, j'ai observé avec satisfaction que le ministre des Transports a répondu positivement aux conclusions du rapport. La feuille de route qu'il a présentée en juin 2015 avec l'ambition que l'État prenne pleinement sa place dans l'organisation des TET nous convient. Puis, alors que les gouvernances des nouvelles régions seront établies dans les mois à venir, j'attends que l'État engage avec le préfet interlocuteur des régions les négociations visant à revoir le maillage, à revitaliser les TET et à signer les conventions avec la SNCF. L'État stratège prendra alors toute sa valeur en étant une autorité organisatrice de transport de plein exercice, comme nous le souhaitons, et en renforçant sa capacité d'expertise, élargissant ainsi le champ de ses décisions, notamment sur l'offre de transport. Toujours d'après la feuille de route, pour pouvoir jouer pleinement ce nouveau rôle, les moyens des services en charge des missions d'AOT au sein du ministère des Transports sont renforcés, nous l'observerons évidemment. Un conseil consultatif des trains d'équilibre des territoires est créé afin de permettre un dialogue régulier au plus haut niveau sur l'évolution des trains d'équilibre du territoire en présence des différentes autorités organisatrices régionales. Ce positionnement nouveau sur les TET doit s'accompagner d'acquisition de matériel roulant performant. On nous a promis 1,5 milliard, du matériel neuf évidemment, eux aussi adaptés aux besoins et aux exigences des usagers. C'est l'ensemble de ces conditions et moyens qui permettront aux TET de retrouver toute leur utilité entre les TGV et les TER. Dans votre article 2, Madame la rapporteure, vous préconisez la mise en place d'un versement transport régional. Convenons ensemble que cette revendication a pu nous paraître justifiée, en particulier dans le cadre de la réforme ferroviaire de 2014. Nous avons alors déposé un amendement pour un versement transport interstitiel dans les secteurs hors PTU. Il nous paraissait de nature à fournir de nouveaux moyens financiers aux régions. Le gouvernement ne nous a pas suivis, Monsieur le ministre l'a confirmé à l'instant, il ne nous a pas suivis à l'époque, nous l'avons regretté et compris. Vous proposez dans cet article 2 un versement transport mixte, interstitiel et additionnel. Nous ne vous suivrons pas sur cette proposition qui fait peser de nouvelles charges sur les entreprises et qui est différente des textes que nous avons défendus en 2014. Pour conclure sur le VT, le gouvernement s'est engagé à compenser en totalité les conséquences de la modification de seuil de 9 à 11 salariés, nous l'avons entendu à l'instant, prévu par l'article 4 du PLF 2016. J'ajoute que par l'article 39 de la loi Finances 2016, article non rattaché, le gouvernement s'engage à compenser les transferts de compétences des départements vers les régions, notamment en matière de transport scolaire et interurbain. L'objectif est de compenser financièrement ces transferts en attribuant une ressource équivalente aux régions, 25% du produit de la CVAE des départements au 1er janvier 2017, soit l'équivalent d'un produit fiscal de 3,9 milliards d'euros. L'article 3 prévoit la mise en place d'un taux réduit de TVA à 5,5% sur les transports publics. Cette mesure, nous l'avons posée à de multiples reprises, évidemment, et nous ne sommes pas les seuls. Est-ce dans une PPL que l'on modifie un taux de TVA? Non, évidemment. Le projet de loi de finances est le meilleur véhicule pour y procéder. Monsieur le ministre nous dira certainement sa position, il nous l'a dit à l'instant, donc je n'y reviens pas. Je note toutefois que le gouvernement semble toujours défavorable, il nous l'a précisé, à cette mesure dans les circonstances des finances actuelles. Le ministre des Finances en a exposé d'ailleurs les raisons dans un récent courrier à l'Union des transports publics, suggérant que cette mesure ne serait pas conforme aux droits européens, ce que vous nous avez dit à l'instant, dans la mesure où cette baisse de TVA
ne s'appliquerait qu'au seul transport du quotidien. Eu égard à tout ce que nous avons entrepris dans ce domaine, nous nous abstiendrons sur cet article, évidemment. En revanche, comme cela s'est passé en commission, nous nous exprimons contre cette PPL qui nous a été présentée par Evelyne Didier. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Joël Labbé pour le groupe écologiste. Vous avez la parole, mon cher collègue, pour 6 minutes. Regardez ma cravate. Oui, oui. Président. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame l'auteur et rapporteur, chère Evelyne Didier, Madame la co-auteure, chère Marie-France Beaufils, Monsieur le Président Hervé Maurey, chers collègues sénatrices et sénateurs. Ce devait être mon collègue Ronan Dantec, qui siège dans la Commission de développement durable, qui devait être à cette place, mais il est à une place plus importante encore puisqu'il est à la COP21, pour porter haut et loin la voix des villes et collectivités territoriales en sa qualité de porte-parole climat de l'Organisation mondiale des villes. La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République a transféré aux régions l'ensemble de la chaîne des transports hors agglomération. Les écologistes ont soutenu le regroupement de ces compétences sous la responsabilité des régions parce que nous considérons que la région est un échelon pertinent pour gérer les transports et que ce regroupement des compétences renforce l'efficacité de ce service public essentiel. Service public essentiel, et nous rejoignons là les auteurs de cette proposition de loi, parce que l'accessibilité des territoires et la mobilité des habitants sont des moyens essentiels pour accéder à l'emploi, pour enrayer les fractures qui traversent notre pays et ne pas laisser certains territoires et leur population avec l'impression d'abandon. Ces préoccupations relèvent plus que jamais de l'urgence. Dans ce but, cette proposition de loi prévoit plusieurs mesures. Concernant la libéralisation du transport par car, il est clair que la concurrence créée par ce nouveau service met en danger le service ferroviaire et entraînera immanquablement la dégradation de ce service déjà en difficulté. On pourrait toutefois considérer que, vu l'état de nos finances publiques, on ne peut pas construire des lignes de train partout et que le transport par autocar peut se situer dans la continuité des lignes de train pour desservir les endroits plus isolés. Mais les opérateurs privés de transport par car n'ont que faire des considérations d'aménagement du territoire. Et comme nous l'avons craint, nous constatons qu'ils s'installent sur les liaisons les plus rentables. C'est un grand classique, faisant perdre des recettes au service public ferroviaire et sa capacité à répondre à ses obligations de service public. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui propose aussi d'instaurer des financements pour les transports régionaux. Et nous soutenons totalement cette demande, car fournir des services de transport de qualité pour tous requiert des budgets importants. Oui, nous avons besoin de services publics. Oui, il y a des dépenses publiques essentielles et celles-ci en font partie. Et non, l'impôt n'est pas un gros mot lorsqu'il vise à financer des services à la population. L'impôt, lorsqu'il est juste et bien utilisé. Sur le taux de TVA, après une longue bataille fin 2013, et malgré les difficultés à venir exprimées par tous sur les responsables des transports, par tous les responsables de transport, le gouvernement a tout de même décidé de relever son taux. Sur le versement transport, de la même façon, la revendication s'est déjà exprimée fortement et de façon transpartisane. Par amendement au Sénat, avait été créé un versement transport interstitiel pour les régions, supprimé dès la loi de finances suivante par le gouvernement. Notre groupe politique avait défendu ces deux mesures. Les régions ne disposent d'aucune ressource fiscale propre et les dotations de l'État baissent, on le sait. Alors c'est la quadrature du cercle pour les régions qui, sans ressources fiscales dédiées, ne sont plus en mesure d'assurer le service public de transport dont elles ont la charge.
J'ajoute que le groupe écologiste porte d'autres propositions allant dans le même sens. L'augmentation de la part régionale de la taxe intérieure sur les produits pétroliers et surtout le droit à l'instauration de taxes régionales sur les poids lourds. J'en viens à l'enjeu écologique sous-tendu par cette proposition de loi. Je veux bien sûr parler de l'urgence climatique qui fait l'actualité en ce moment, mais qui va de toute façon se faire de plus en plus prégnante au fil du temps, qu'on le veuille ou non. Le secteur de transport représente environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France et 95% de ces émissions sont imputables au transport routier. Et une des solutions pour réorienter une grande partie du transport routier vers des modes de transport moins émetteurs de gaz à effet de serre est de fournir une offre de services de transport public performant à la population. Par conséquent, le groupe écologiste ne peut que soutenir avec force l'objectif de maintenir et développer sur l'ensemble du territoire national une offre de transport ferroviaire régional de qualité. Aussi, nous voterons cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Claude Requier pour le groupe RDSE. Mon cher collègue, vous avez la parole pour 6 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, alors que nous sommes en période de renouvellement des assemblées régionales, chacun le sait, les sondages réalisés sur les enjeux et les compétences des régions démontrent que le transport constitue, avec l'emploi et le développement économique, l'une des premières préoccupations des Français. Cela est aisément compréhensible, puisqu'il existe des grandes difficultés, aussi bien dans les régions très urbaines comme l'Île-de-France, que dans de nombreux territoires enclavés qui souffrent de l'absence de dessertes ferroviaires, aériennes et même routières de qualité. Pour prendre l'exemple d'un territoire cher à notre collègue et président Jacques Mézard, l'arrondissement d'Aurillac est desservi par une seule route nationale, la 122, avec des tronçons à 30 km/h et beaucoup de radars, des dessertes ferroviaires longues et des liaisons aériennes rares qui laissent à désirer. Les transports ferroviaires, qui constituent un service public garanti à tous nos concitoyens, ont un coût que la collectivité peine à assumer, particulièrement dans un contexte budgétaire que nous connaissons. En 2013, les régions participaient à près de 4 milliards d'euros au financement du transport ferroviaire régional visé par la présente proposition de loi. Elles ont, depuis 2002, permis de faire repartir à la hausse la fréquentation des TER par des investissements qu'elles ont consentis sur les réseaux, les gares et le matériel roulant. Alors que l'autonomie financière des régions n'est pas aussi évidente qu'elle devrait l'être, la loi NOTRe du 7 août 2015 a procédé au renforcement de leurs compétences en matière de transport. Si la compensation aura lieu, le manque récurrent de ressources pérennes est inquiétant. Nous regrettons une fois de plus les errements du gouvernement sur le dossier de l'écotaxe poids lourds qui devait garantir une meilleure visibilité pour l'Agence de financement des infrastructures, l'AFIT, dont les projets essentiels à la réduction des fractures territoriales sont soumis tous les ans aux aléas budgétaires. Aussi, si nous partageons le diagnostic des auteurs de la proposition de loi, nous sommes plus circonspects sur les réponses préconisées. Premièrement, ce texte entend revenir sur la libéralisation des liaisons de transport par autocar prévue par la loi Macron, à peine votée et tout juste entrée en vigueur en août dernier. Le bilan encore très peu provisoire de cette mesure peut être considéré comme positif, puisque la nature ayant horreur du vide, elle a notamment conduit au développement d'une offre de service là où il n'y en avait pas, dans l'intérêt des usagers, les prix proposés permettant à un grand nombre d'entre eux, dont beaucoup de jeunes, qui pour de longues distances n'auraient jamais pris les TGV ou les trains intercités, d'y recourir et de voyager. Ce qui est, de ce point de vue, un progrès. Mes chers collègues, nous devons réfléchir en termes de complémentarité des modes de transport qui participent au droit à la mobilité, ce qui est essentiel dans les zones mal desservies. Bien que nous soutenions le maintien et le développement des lignes ferroviaires essentielles à l'aménagement du territoire, sur certains trajets, nous constatons qu'à défaut d'un service de qualité, nos concitoyens se replient sur la voiture individuelle, contrairement à nos objectifs en matière de limitation de gaz à effet de serre. Il y a là un véritable effet pervers, des liaisons ferroviaires insuffisantes, ce qui favorise le recours à la voiture et donc
n'encourage pas l'amélioration du réseau et des lignes de train. Quant aux autocars, ils participent certes faiblement à l'entretien des routes par le biais des péages qu'ils acquittent auprès des sociétés concessionnaires. Deuxièmement, pour pallier à l'insuffisance chronique des financements, l'article 2 crée un versement de transport régional. Sa composante versement de transport additionnel aboutirait à taxer 2 fois une même assiette et les mêmes redevables, ce qui nous semble pas acceptable. Si nous étions majoritairement favorables au versement de transport interstitiel, applicable en dehors du ressort territorial des autorités organisatrices de la mobilité, voté ici même lors de la réforme ferroviaire et supprimé par le gouvernement lors de la loi de finances pour 2015, nous ne pouvons pas souscrire à l'augmentation de la fiscalité des entreprises telle qu'elle est envisagée, ces dernières se trouvant doublement pénalisées par le gage financier de l'article 4 qui consiste à une réduction du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Troisièmement, la réduction du taux de TVA de 10 à 5,5% prévue par l'article 3 ne serait pas conforme au droit européen comme cela avait été expliqué par le gouvernement. En outre, cette disposition nous semble relever davantage des lois de finances. Enfin, la proposition de loi ne me semble pas directement concourir à l'amélioration de la qualité des dessertes ferroviaires. Il convient ainsi d'aller de l'avant plutôt que de revenir sur des dispositions à peine approuvées par le Parlement. Ainsi, comme vous l'avez bien compris, les remèdes proposés n'ont pas convaincu les membres du groupe RDSE. C'est pourquoi nous ne pouvons pas approuver la présente proposition de loi. Un mot, Monsieur le Président, puisque mon groupe a demandé un scrutin public, donc le groupe va peut-être faire une explication d'ailleurs, mais plutôt voter contre. Je vais m'abstenir, tout simplement. Je sais bien qu'il y a peu de chances que cette proposition de loi prospère et devienne une vérité d'évangile pour le gouvernement, m'étonnerait, malgré quand même le fait que, comme vous allez faire campagne ensemble jusqu'à dimanche, vous pourriez peut-être demander les uns les autres. Hein, bon. Mais au-delà de ça, il y a quand même peu de chance. Mais pour moi, c'est un texte qui, même s'il n'est pas appliqué là, est un texte d'appel. Franchement, ça fait des années qu'on entend, et je ne dis pas, alors là, franchement, gouvernement de droite ou de gauche, hein, ça fait des années qu'on nous dit il y a un problème sur le financement du ferroviaire. Ah là là, ça ne va pas du tout sur les transports publics. Et pardon, mais sur le VT en Ile-de-France, oui, il faudra un jour qu'on remette à plat la manière dont sont faites les contributions. Ça fait 10 ans que j'entends la même chose. Et ça fait 10 ans que chaque fois, quand c'est un texte, on nous renvoie en loi de finances. En loi de finances, on nous dit « Oh là là, c'est un système très particulier des transports, il faudra une réforme complète des transports ». Et au final, chacun se renvoie les éléments, chacun dit « Il y a un problème, ça ne marchera pas, on va dans le mur ». Mais tout le monde va dans le mur en se disant bah, « Le jour où on y sera, on verra bien ». Mais à un moment, il faut quand même que quelqu'un se décide à dire pourquoi on ne fait pas, franchement, un vrai accord global sur le financement des transports publics et notamment des transports ferroviaires, au-delà de l'attachement de M. Laménie familial à la fonction de cheminot, il y a quand même un vrai sujet. Ce pays est très attaché au transport ferroviaire, on en a absolument besoin et ce n'est pas exclusif par rapport à la route, on en a absolument besoin et tout le monde se dit ça se dégrade. Par définition, il n'y a plus les financements adaptés. Et on continue de regarder année après année comment on s'en sort et on ne s'en sort pas. Donc, est-ce que, oui ou non, les pouvoirs publics vont se saisir un jour pour de bon du financement des transports ferroviaires? Je m'abstiendrai sur ce texte. Merci. Monsieur Nègre, pour explication de vote. Oui, très rapidement, au nom du groupe, donc je l'ai dit tout à l'heure, le groupe votera contre pour les raisons que j'ai indiquées. Pour autant, ce texte a l'avantage, on l'a tous dit ici, de montrer qu'il y a un vrai problème pour avoir des transports ferroviaires généralement, pas que régionaux, de qualité, ce qui n'est plus le cas. Donc on a une dégradation très grave du service. La Fédération des usagers monte au créneau sur ce point-là. Nous avons des accidents ferroviaires. Bref, on a toute une série de signaux qui se sont mis au rouge, c'est le cas de le dire. Eh bien, à partir de là,
nous devrions effectivement tous ensemble, c'est notre responsabilité, de faire un certain nombre de choix, et notamment, cher collègue Karoutchi, pourquoi on ne le fait pas? Parce que simplement, il faut faire des réformes de structure et que nous n'avons pas le courage de les faire. Seules des réformes de structure profondes permettront de remettre à plat ce dossier, le financement de ce dossier, et nous donner une visibilité, que ce soit pour les usagers, les opérateurs ou l'industrie, une vision à long terme que nous réclamons depuis des années, que ce soit TDE, que ce soit le GARD, que ce soit la FIF. Nous attendons ça, ne serait-ce que pour notre industrie. Monsieur Laménie. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, pour la conclusion un petit peu et je remercie sincèrement nos collègues du groupe CRC d'avoir pris aussi cette initiative de proposition de loi sur le ferroviaire. Je rejoins aussi mes collègues qui demandent vraiment avec force, vraiment qui est vraiment c'est un appel d'une certaine manière pour trouver enfin les bonnes solutions des infrastructures de transport, parce que je crois que s'il y a eu le texte sur la réforme ferroviaire en juillet 2014, c'était une chose. Mais de l'autre côté, je crois qu'il faut vraiment avoir une réflexion d'ensemble pour enfin trouver les bonnes solutions du qui fait quoi. Naturellement, avec les incidences financières, parce que malheureusement, tout est financier. Mais de l'autre côté, prendre en compte les enjeux vraiment à la fois de sécurité routière, on le dit souvent, sécurité des personnes, et puis aussi, surtout, le développement durable, et puis aussi cette notion de respect du monde cheminot aussi qui s'investit, et historiquement aussi, parce que ne pas oublier l'histoire, on le dit toujours, la mémoire, l'histoire, parce que c'est aussi un enjeu. Et je crois qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions et d'arrêter de casser sans arrêt le ferroviaire et les infrastructures ferroviaires, y compris les bâtiments, les gares, les anciennes gares de triage, les dépôts, etc. Je crois qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête et puis qu'on soutienne réellement je dirais, nos modes de transport et le ferroviaire au sens large, et puis aussi en fonction de toutes les personnes de bonne volonté qui œuvrent aussi dans ce cadre. Et naturellement, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'abstiendrai sur le vote final. Si, Madame Cohen. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je me réjouis que nous ayons pu avoir effectivement ce débat et je me réjouis qu'on ait eu un certain nombre de points de convergence. Ce qui montre qu'on va pouvoir continuer à avancer et puis, y compris par rapport à la TVA, peut-être aller plus loin et voter une proposition à l'unanimité, pourquoi pas, sur la baisse de la TVA pour l'ensemble des produits de première nécessité, parmi lesquels les transports collectifs. Mais ça, voilà. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que dans les choses et dans les interventions, je crois qu'il ne faut pas... il faut bien entendre ce que chacun dit. C'est-à-dire que pour nous, au niveau du groupe CRC, c'est pas le tout ferroviaire et absolument interdiction qu'il y ait d'écart, etc. On n'est pas en dehors de la vie et il y a des endroits où les trains ne peuvent pas passer. Donc il faut bien trouver des solutions alternatives. Telles ne sont pas nos propositions. Simplement, quand je vous ai montré, j'ai pointé la carte, et ma collègue Marie-France Beaufils vous l'a montré, on voit que des zones, y compris par l'écart, sont totalement désertées et que donc les populations ne sont pas desservies. Donc, il y a donc une convergence en étoile sur les grands pôles. Donc, la nécessité aujourd'hui, c'est de développer en priorité un système public ferroviaire et d'arrêter d'attaquer le rail comme il est attaqué, puisqu'on voit bien qu'il y a, y compris, il y a un des collègues qui l'a souligné, il y a des problèmes d'entretien des lignes parce qu'il y a eu beaucoup d'externalisation, d'abandon, etc. Donc, à partir de ce constat-là, les financements, certes, peut-être qu'il faut mettre un certain nombre de choses à plat, mais il y a des propositions à faire. Et je le redis ici, il ne s'agit pas d'étrangler les
entreprises, mais il s'agit de constater, on le constate tous, que quand il y a un bon maillage en termes de territoire, les usagers en profitent, mais les entreprises aussi, parce que effectivement, ces facteurs de bénéfices pour tout le monde, puisque ça transporte les salariés qui travaillent. Donc il faut bien une contribution de chacun à la part qui est juste et que l'on peut définir ensemble. Donc je crois que c'est là-dessus qu'il faut insister. Et puis quand on dit, mais attention, Monsieur le Ministre, votre argument, je ne l'ai pas compris. Quand vous dites sur la tarification, mais les plus fragiles, finalement, ont des tarifications sociales, etc. Certes, Monsieur le Ministre, mais ce sont les collectivités qui payent. Et ce n'est pas l'État, à ma connaissance. Donc il faudrait peut-être remettre ça aussi à plat. Monsieur Filleul. Le président socialiste votera, comme je l'ai exprimé dans mon intervention, contre ce texte, mais en même temps, il a permis de dérouler, je l'ai dit plusieurs fois à Evelyne, un débat nécessaire sur le ferroviaire. Et lorsque nous parlons du ferroviaire, il y a beaucoup d'avis, en même temps pas mal d'avis convergents. Mais il est clair que sur le problème des autocars Macron, comme en réduction, voilà, il participe à une nécessité de la mobilité qui est très importante dans ce pays. Et moi, je suis certain que petit à petit, le maillage du territoire va se faire parce que cela correspond à une volonté de nos concitoyens. Et aussi parce que les départements ne peuvent pas forcément mailler toujours les villes à villes comme ils le souhaiteraient. Voilà, on ne peut pas être contre ce projet. On peut avoir des doutes, mais on ne peut pas être contre. Il est lancé. Sur le problème du versement transport, je crois que nous sommes expliqués. Il y a une nécessité de trouver des financements pour les régions. Je rappelle que les régions, globalement en France, financent les TER à 70%, ce qui est énorme. Donc il y a besoin de financements nouveaux pour les régions. Nous avons, au moment de la réforme ferroviaire, pensé qu'un VT interstitiel serait la solution. Ce n'a pas été le cas, dont acte, mais c'est vrai que le chantier reste ouvert. Sur la TVA, nous l'avons dit, nous y sommes favorables, évidemment, puisque nous l'avons souhaité. Mais ce n'est pas dans une PPL qui arrive comme cela dans le cadre du débat qu'on peut vraiment aborder ce sujet-là. Voilà. Et puis, moi, je suis intervenu tout à l'heure de manière assez forte et longue, je m'en excuse, sur les trains d'équilibre du territoire. Je crois qu'il y a un rapport qui est un rapport de bonne qualité. Il faut le défendre, il faut le porter, il faut aider le gouvernement à aller plus loin parce que nous avons besoin, dans notre pays, du triptyque TGV, train d'équilibre des territoires et TER. Et je pense qu'au-delà de tous les problèmes de financement, de difficultés du système ferroviaire, il faut qu'on ait l'esprit clair. Et donc, malheureusement, nous voterons contre ce texte, mais en même temps, le débat reste ouvert. Monsieur Labbé. Pour ma part, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, pour ma part, je voudrais saluer l'initiative de nos collègues du groupe CRC. Parce qu'on repousse, il y a des débats que l'on doit avoir. Monsieur Carucci parlait tout à l'heure d'un texte d'appel. Lorsqu'il y a un texte d'appel qui correspond dans son contenu à nos aspirations, plus on sera nombreux à le voter, plus ça donnera du sens. Donc, Monsieur le Ministre, je voudrais là, au nom des écologistes aussi, vous interpeller sur le fait qu'il y a nécessité à évoluer. En termes de réseau ferroviaire, il est temps d'arrêter la casse. Tout ce qui est encore en fonctionnement, il faut absolument le préserver. Certaines lignes, d'ailleurs, qui ont été arrêtées devraient être réhabilitées. Travailler sur la complémentarité, bien sûr, les cars, on en a besoin. La complémentarité, les cars, les trains, les TGV, mais aussi les transports à la demande sur certains territoires reculés. Tout ça, on doit se le mettre en perspective. Je le répète, pour une question de solidarité sur les territoires. Et puis, en termes de développement durable, on est dans une période où il va bien falloir se dire qu'il va falloir que l'on aille vers une économie résiliente. Anticiper la période de l'après-pétrole. C'est dès maintenant qu'on peut le préparer. Et en jouant là-dessus, on travaille sur l'opposition au dérèglement climatique. Et enfin,
Je voudrais conclure sur le fait de les gens qui disent de toute façon il y a besoin de la voiture. Il y a un certain nombre de nos concitoyens qui vivent sans voiture et qui vivent très bien sans voiture dans la mesure où ils ont des possibilités de se déplacer par les transports publics. C'est nécessaire et c'est comme cela qu'on évoluera vers une sobriété heureuse qui nous sera nécessaire. Merci, Monsieur l'abbé. Monsieur Cadevet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Au cours de ce débat, nous avons eu l'occasion d'évoquer le transport ferroviaire régional et nous avons eu l'occasion de souligner l'effort qui a été réalisé par les régions pour améliorer le dispositif des transports express régionaux, que ce soit par les cofinancements des voies, de la modernisation des voies, mais aussi par la modernisation du matériel, et cela est apprécié par les usagers. Et nous mesurons aujourd'hui l'augmentation de la fréquentation de ces transports ferroviaires, a fortiori dans un contexte de crise qui montre que l'effort réalisé par les régions était tout à fait pertinent. Je voudrais profiter de la présence du ministre de la Réforme territoriale pour dire que l'un des principaux l'un des principaux travaux à réaliser dans l'avenir sera d'accroître l'autonomie fiscale des régions. Car si l'on veut que les régions puissent continuer à financer les transports, moi je suis heureux que ces régions, dans le cadre de la loi NOTRe, et c'est peut-être la plus grande avancée de la loi NOTRe parce que j'en vois pas beaucoup d'autres, concerne la nécessaire cohérence sur la mobilité au sein des territoires régionaux, et bien que la région, dotée de cette responsabilité dorénavant, ait les moyens de pouvoir conduire des politiques ambitieuses en la matière. L'ambition se traduit aussi par la capacité de pouvoir mener les actions d'une part, mais aussi surtout d'être responsable devant l'ensemble des citoyens, et la responsabilité se mesure notamment par la question de la mobilisation fiscale. Donc il faut que les régions aient un peu plus d'autonomie fiscale qu'aujourd'hui pour que les citoyens puissent apprécier réellement ce qui est fait par les élus régionaux avec l'argent public qui leur est confié. Ceci étant, le groupe UDI Union Centriste votera, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de mon intervention, contre ce projet de loi, considérant qu'il n'apporte pas toutes les réponses adaptées aux attentes de nos concitoyens et aux nécessités du développement du transport ferroviaire et des transports publics. Merci. Madame Beaufils. Oui, tout d'abord, je voudrais dire qu'en ce qui concerne le débat sur la TVA à 5 sur les transports, on l'aborde aujourd'hui parce que pour nous, c'est un élément qui est partie prenante de la réflexion que l'on a sur le financement de ces transports régionaux dont nous parlons aujourd'hui, mais que c'est une question qu'on a déjà abordée sur d'autres lois de finances ou lois de finances rectificatives quand même. Je veux dire, c'est une certaine constance, en tout cas de notre part, pour être intervenu sur ce sujet. Et je pense que ce que nous voulons, c'est vraiment avancer sur cette question, parce que je pense que c'est important. Je voudrais revenir sur la desserte, les complémentarités de desserte. Ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est que le schéma que notre rapporteure Evelyne Didier a donné dans le rapport montre que le transport par bus, par car, je devrais dire, excusez-moi, tel qu'il est en train de s'organiser, suit exactement le réseau ferroviaire. Et que par conséquent, il est en pleine concurrence avec le réseau ferroviaire, alors que ce dont on a besoin, c'est de cars qui bouchent les espaces non desservis et qui nous permettent de relier les secteurs ferroviaires. D'autre part, je voudrais insister quand même sur le fait que le rail est un outil d'aménagement du territoire. Vous ne déplacez pas une desserte ferroviaire comme vous déplacez une desserte routière. Et donc, vous créez les conditions en affirmant un renforcement d'une desserte ferroviaire, la volonté du lieu et de l'espace que vous voulez voir se développer en termes économiques, en termes d'habitat, en termes de services publics. Et on le voit partout où ça s'est fait. Donc ce sont des éléments qui sont très importants parce qu'ils préparent leur avenir. Et on a besoin, dans la situation actuelle, encore plus qu'avant, de donner cette projection d'avenir que peut permettre le transport ferroviaire. Donc je pense que c'est vraiment un élément très très important. Et je voudrais dire, pour terminer,
Je regarde en même temps le chrono. Actuellement, il y a des tarifs très faibles sur les cars, qui peut tenter des utilisateurs. Sauf que les conditions dans lesquelles ça se passe, y compris pour les conducteurs, sont très mauvaises. Moi, j'ai discuté avec eux. Eh bien, je peux vous dire que les conditions à la fois de salaire et de temps de travail ne sont pas réjouissantes par rapport à cette organisation. Donc, on doit aussi être vigilant sur cet aspect. Si il n'y a plus d'explications de vote, Madame la rapporteure, vous m'avez demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, au terme de ce débat, je me permets de remercier tous les collègues qui ont participé. Je crois qu'on a tous dit que c'était un vrai problème et qu'il fallait qu'on prenne le sujet à bras-le-corps. Moi, je dirais plusieurs mots. Premièrement, une nécessité. Nécessité de finances dédiées pérennes. Il faudra bien qu'on trouve des solutions. Deuxième mot, péréquation. On ne s'en sortira pas sans péréquation. On ne peut pas dire au privé ce qui est rentable et au public ce qui est déficitaire, parce que ça serait nous donner raison quant à la manière dont fonctionne cette économie. On est obligé de faire de la péréquation. Troisième chose, complémentarité, évidemment. Madame Beaufils vient de le dire. On n'imagine pas qu'on est l'un contre l'autre. N'imaginez jamais ça. On sait très bien que 85% du transport, c'est du routier. Mais au moins qu'on conserve cette richesse extraordinaire du maillage du territoire par le réseau ferroviaire et qu'on ne laisse pas dépérir. Je pense que les uns et les autres, vous en êtes convaincus. Alors trouvons ensemble des solutions. Vous ne voulez pas de ce qu'on vous a proposé, encore que sur certains points, vous pourriez nous rejoindre et j'en serais heureuse. Et enfin, tout de même, j'aimerais bien que vous vous exprimiez les uns et les autres sur la concurrence, qui est faussée. Vous le savez bien, les véhicules qui sont sur les routes ne payent pas les routes. Vous savez bien que le transport ferroviaire paye aussi la dette historique et qu'on a chargé la barque pour les opérateurs, pour l'opérateur SNCF. Donc, soyons honnêtes dans nos débats et regardons les choses en face. Il faut que nous trouvions des solutions et j'espère que vous accepterez d'adopter cette proposition de loi que nous vous faisons. Vous savez que c'est un des thèmes que nous aimons, sur lesquels nous aimons revenir au groupe CRC. Nous sommes intimement convaincus que c'est un outil extraordinaire d'aménagement du territoire. Merci, Madame la rapporteure. Bien. Alors, je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi et j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains. Le scrutin va être ouvert dans quelques instants. Chers collègues, voici le résultat du scrutin numéro 106 sur l'ensemble de la proposition de loi. Nombre de votants 344. Nombre de suffrages exprimés 341. Pour l'adoption 29. Contre 312, le Sénat n'a pas adopté. Je vais lever la séance en vous indiquant auparavant l'ordre du jour de la journée de demain, à 9h30, à 14h30 le soir et éventuellement la nuit, suite du projet de loi de finances rectificative pour 2015. La séance est levée. Voilà, vous avez donc pu suivre une proposition de loi sur le transport ferroviaire, un texte déposé par le groupe communiste au Sénat qui n'a pas été adopté. Vous pouvez revoir bien sûr ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.